Bonjour à tous. À l'issue de cette séance plénière, beaucoup de sujets à évoquer avec vous, bien sûr, mais je voudrais revenir sur l'un d'entre eux en particulier et parler cette fois-ci d'un sujet européen qui concerne un pays qui n'est pas européen. En l'occurrence, nos relations avec la Chine, parce que je crois qu'il est absolument nécessaire de sortir de la naïveté dans laquelle nous sommes bien souvent à l'égard de ce pays. Et c'est le cas en particulier, nous l'avons vu dans la gestion de la crise récente du coronavirus. Dès le 28 décembre dernier, je voudrais faire un petit rappel avec vous. Le docteur Li Wenliang alertait sur l'apparition d'un nouveau virus dans son hôpital. Et pour toute réponse, le gouvernement chinois l'a arrêté, l'a forcé à signer une confession publique et il est décédé de ce coronavirus quelques semaines plus tard. Dès la deuxième semaine de janvier, souvenez-vous, des responsables de l'Organisation mondiale de la santé se sont plaints que la Chine ne transmette pas d'informations sur le virus et qu'elle retienne des données cruciales pour pouvoir mesurer sa dangerosité, pour éviter sa propagation. Des journalistes étrangers ont à ce moment-là été expulsés du pays parce qu'ils avaient osé évoquer l'épidémie qui était en train de se développer. C'est une leçon pour nous, je crois d'ailleurs, je voudrais le dire par parenthèse, dans cette période où dans nos pays occidentaux, nous perdons nous aussi le goût de la liberté d'expression. La capacité à supporter des opinions divergentes, c'est nécessaire si nous ne voulons pas sombrer dans une société d'oppression, mais aussi si nous voulons garder le moyen d'être informés des dangers qui nous menacent. Une démocratie vivante, une démocratie courageuse protège mieux qu'une dictature qui étouffe toute possibilité d'alerte. Si la Chine, nous le voyons bien aujourd'hui, si la Chine n'avait pas été un régime totalitaire, si elle avait respecté la liberté d'expression, si elle avait tiré de ces alertes des réponses immédiates pour protéger sa population, pour prévenir le reste du monde, nous aurions très probablement pu éviter les dizaines de milliers de morts qui ont été créées par cette pandémie et la crise économique dévastatrice dont nos pays vont devoir payer les conséquences pour de nombreuses années sans doute. Le Parti communiste chinois est directement responsable de ce désastre. Cette crise ne conduit pourtant pas le régime chinois à se remettre en question, bien au contraire. Il a redoublé ses actions de propagande, y compris dans des pays européens. Il a multiplié avec une forme d'opportunisme financier les actions dirigées vers des actifs économiques européens. Et enfin, nous le voyons aujourd'hui, il a intensifié encore sa répression, y compris à Hong Kong. Il y a quelques jours, le 28 mai dernier, l'Assemblée populaire de Chine a commencé la rédaction d'un projet de loi pour restreindre toutes les libertés des citoyens à Hong Kong. Les services de sécurité chinois pourraient maintenant y établir leurs antennes. L'opposition à la politique du gouvernement chinois pourrait être réprimée comme de la subversion ou du terrorisme, et ceux qui oseraient encore s'exprimer librement pourraient être extradés en Chine. Bref, le rouleau compresseur chinois est en train de s'abattre sur les libertés de Hong Kong, au mépris total de l'accord signé avec les Britanniques en 1984. Depuis plusieurs semaines, avec des collègues de plusieurs groupes ici au Parlement, nous alertons sur ce sujet. Et je voudrais redire ici mon soutien total aux opposants qui, avec un courage incroyable, se lèvent encore avec leur seule voix pour arme face à l'énorme puissance de la Chine. Malheureusement, l'Europe ne leur apporte pas le soutien qu'elle leur doit. Notre civilisation, nous en avons souvent parlé, a inventé la démocratie. Et pourtant, elle reste terriblement silencieuse aujourd'hui. Nous restons silencieux même devant l'intimidation et les mensonges que la Chine nous impose presque ouvertement. Je voudrais vous raconter un fait récent qui a été largement ignoré. À la fin du mois d'avril dernier, le Service européen d'action extérieure, la diplomatie européenne en quelque sorte, publie un rapport sur la crise du coronavirus. 3 fonctionnaires affirment que des passages entiers de ce rapport ont été retirés avant sa publication parce qu'ils décrivaient les méthodes de désinformation utilisées par la Chine sur l'origine de l'épidémie. Et ils ont été supprimés sous la pression de Pékin. Les ambassadeurs des 27 États membres, eux aussi, ont accepté de retirer un passage entier d'un texte qu'ils signaient le 6 mai dernier dans un organe de presse chinois. Un passage qui indiquait simplement que l'épidémie avait commencé en Chine. Incroyable soumission aux diktats de ce pays. Des États attachés à leur souveraineté et conscients de leurs responsabilités démocratiques auraient dû retirer leur texte au lieu de céder à un tel chantage et de se rendre ainsi complices des mensonges qui piègent aujourd'hui 1,3 milliard de citoyens chinois. Pourquoi nos pays sont-ils prêts à trahir, à subir et à se taire ? Il y a longtemps que l'Europe cède du terrain, pour partie par naïveté, pour partie aussi parce qu'elle y trouve un intérêt matériel évident à courte vue. Nous avons tous dans nos poches des produits fabriqués en Chine. Le fait que la Chine exploite, par exemple, même le travail forcé dans ses prisons, ne nous a pas fait reculer.
Je me souviens de ces cartes postales qui étaient vendues en décembre dernier dans un supermarché de Londres, dans lesquelles plusieurs acheteurs avaient eu la surprise de trouver des appels au secours de détenus de Shanghai. Qui leur a répondu? La chaîne de supermarchés a précipitamment retiré les produits et nous avons continué d'acheter chinois. La conscience européenne se dissout dans le calcul. Notre passivité est pourtant non seulement un renoncement moral, mais c'est aussi une erreur stratégique, je le crois profondément. En France en particulier, nous consommons depuis longtemps maintenant plus que nous ne sommes capables de produire. Notre balance commerciale avec la Chine est déficitaire de 30 milliards d'euros par an. Cela implique que nous devenons dépendants et que notre économie est vouée à être progressivement rachetée par des acteurs étrangers. La Chine a développé une stratégie claire de conquête par le commerce, baptisée les nouvelles routes de la soie. Elle investit en particulier dans les infrastructures de transport dans le monde entier, en Afrique par exemple, mais aussi en Europe. La part des investissements chinois dans ce domaine est passée de 20% en 2016 à plus de 50% dans les années qui ont suivi. 5 des 10 ports les plus importants d'Europe, qui sont des points d'entrée essentiels dans notre marché, ont été ciblés par des investissements chinois, avec d'ailleurs notre complaisance étonnante. Le port du Pirée, par exemple, acheté en 2016 par le chinois COSCO, a reçu 140 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement l'année dernière. Et la crise actuelle ne va rien arranger, bien sûr. Elle fragilise beaucoup d'entreprises européennes qui deviennent ainsi beaucoup plus vulnérables à des stratégies opportunistes de rachat. Dans cette situation, il est urgent de réagir et de sortir l'Europe de sa léthargie. Nous devons être prêts à protéger notre tissu industriel et en particulier nos entreprises stratégiques. Et les États doivent pouvoir agir pour cela. Habituellement, les règles européennes interdisent aux États d'intervenir pour soutenir une entreprise. Ces règles ont été suspendues pendant cette crise et nous voulons qu'elles restent suspendues aussi longtemps qu'il le faudra. Nous devons retrouver un climat économique plus sain en Europe, mais cela suppose de mettre fin à la concurrence déséquilibrée que nous imposons à nos entreprises, en restant aveugles au contexte mondial. La Commission européenne a refusé par exemple la fusion d'Alstom et de Siemens l'an dernier, au motif que cette entreprise deviendrait trop importante en Europe. Mais alors comment ensuite pouvons-nous autoriser le géant chinois CRRT, qui bénéficie d'un monopole en Chine et qui est largement soutenu par des aides d'État dans son pays, à prendre des marchés en Europe? Il est totalement avantagé par les règles que nous imposons à nos propres entreprises et qui ne s'appliquent pas à lui. Je crois que la liberté de l'économie a du sens à condition que les règles soient les mêmes pour tous. Et nous ne pouvons sur ce sujet nous en prendre qu'à notre propre naïveté. Il faut enfin que l'Europe soit cohérente. En attendant ce rééquilibrage et face à l'urgence actuelle, notre président de groupe, Manfred Weber, a fait une proposition que je soutiens totalement. Il faut imposer au moins un moratoire d'1 an pour empêcher toute entrée chinoise au capital d'une entreprise européenne. Dans ce moment de crise, il serait absolument scandaleux que la Chine tire bénéfice de la fragilité économique mondiale qu'elle a au moins contribué à causer. Enfin, et pour éviter que l'épidémie ne ressurgisse, nous devons exiger une enquête indépendante sur l'origine et la gestion de cette crise sanitaire dans le monde entier. Cette enquête, nous devons la mener pour dissuader tout État à l'avenir de dissimuler une menace globale, mais nous la devons aussi à la mémoire de tous ceux qui sont morts et pour les familles endeuillées. Nous la devons pour la cause de la vérité. Et l'Europe ne sera pas fidèle à son histoire et à sa vocation si elle ne donne pas pour priorité essentielle à sa diplomatie d'imposer cette exigence. Si nous nous renions maintenant, si nous ne respectons pas nos propres principes fondamentaux, comment pouvons-nous être respectés, espérer être reconnus? La Chine est un grand pays, et je voudrais le redire pour conclure, un grand pays héritier d'une histoire exceptionnelle et qui a mûri une civilisation magnifique. Mais avec le Parti communiste chinois qui a imposé, maintenu son pouvoir depuis plus de 60 ans maintenant, au prix de dizaines de millions de victimes, nous n'avons ni les mêmes intérêts, ni la même idée du monde de demain, ni la même vision de l'homme et de la société. Bien sûr, il ne s'agit pas de traiter la Chine en ennemi, mais les Européens doivent se rappeler d'urgence que l'histoire est faite de rapports de force et que préserver la paix et la liberté l'exigent aussi. Le gouvernement chinois assume de défendre ses objectifs et ses principes. Si nous n'en sommes plus capables, nous serons balayés à un moment où pourtant le monde a besoin, plus que jamais, je le crois, des principes de liberté et de dignité absolue de la personne humaine que la civilisation européenne a mûri. Nous y reviendrons ensemble, bien sûr, dans les semaines qui viendront, car c'est un sujet qui ne fait que commencer. Comptez sur nous pour y travailler. Merci beaucoup.